nous avons été très embêtés, géographes, d'être sollicités sur cette question de vous aider à donner des principes pour un droit des consommateurs citoyens, parce que nous n'avons pas l'habitude dans les facultés de sciences humaines, et en particulier en géographie, d'émettre des principes comme vous le faites en droit. Et donc vous allez nous pardonner de ne pas forcément totalement répondre à la question, mais on va vraiment essayer de vous en donner deux et vous montrer par notre travail, en tout cas moi de mon côté, Madame Margetic traitera plutôt du volet local, moi donc sur le plan mondial, puisqu'on travaille sur des échelles et donc chacun un peu à son terrain. Donc comment les géographes peuvent vous aider à lire un certain nombre de choses qui ont été dites depuis 3 jours et qui aideront donc à proposer au moins 2 principes. Vous voyez ici que la diapositive, que je ne sais pas mettre en plein écran, elle a pour but tout simplement de montrer que la question qu'on se pose finalement, à la fois lorsqu'on mange, lorsqu'on produit, lorsqu'on travaille là-dessus, c'est au fond de savoir qui nous sommes et vers quoi nous allons. Alors, donc à l'échelle mondiale et en utilisant un peu la géopolitique, je vais essayer de vous montrer, puisqu'on en a beaucoup parlé, mais que tout ça a été très sous-jacent, montrer ce qui s'est passé dans le monde au 19e et 20e siècle, notamment donc par cette préemption des firmes des pays riches sur les pays en développement. Hein, je pense que c'était très clair. Et comment cette préemption, elle a démarré à partir d'un modèle qui a été fabriqué aux États-Unis au milieu du 19e siècle et qui a introduit au sein de l'alimentation cette idée de productivité. Une productivité qui est donc acquise par la possibilité d'industrialiser la production agricole, qui est quelque chose de très nouveau dans l'histoire de l'humanité. On a même parlé d'agriculture minière. Hein. Je vais donc revenir sur la première diapositive. Voilà, j'espère que... Non, on n'y arrive pas, mais ça fait rien. C'est bon. C'est bon. Hein, on va faire, Non. Non. Voilà, alors après, on n'arrive plus à passer. C'est incroyable. Il y a comme ça des mystères. Oui, mais ça ne marche pas. Voilà. Où? Là? Ok. Alors vous voyez simplement que les pauvres qui avaient le droit à l'époque de migrer de l'Europe vers les États-Unis, vers le Nouveau Monde, sans avoir à franchir de barrières, sans avoir à risquer leur vie, en étant accueillis par la liberté à New York à cette époque. Des Allemands, par exemple, qui migraient aux États-Unis, donc on leur donnait du terrain pour essayer de se nourrir, et puis surtout, vous voyez par le système des townships, dans ces grandes plaines agricoles, il fallait donc gérer en quelque sorte à la fois cette arrivée de migrants et d'autre part les besoins naissants de cette population urbaine aux États-Unis par un système de filières, puisque donc les gens qui héritaient de ces townships qu'on voit encore dans la trame américaine avec Google Earth ou même quand vous survolez tout simplement le territoire américain, eh bien ce système était destiné à intégrer la production agricole à cette époque-là dans des filières industrielles et en particulier des filières qui ont bâti un modèle en utilisant donc la ressource animale pour en faire de la viande à consommer. Et donc vous savez tous que ce modèle à Chicago est celui donc vers 1868 qui a été à l'origine du taylorisme utilisé plus tard dans l'industrie automobile. C'est pas parce qu'on a fait des bagnoles à la chaîne qu'on a désossé des poulets à la chaîne, c'est l'inverse. C'est bien comme ça que ça s'est passé. Et donc, autrement dit, ce système agricole minier, il y a quelqu'un qui me disait au Canada, oui, au Canada, on fait de l'agriculture minière. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on prend la nature pour une mine dans laquelle on va prélever un certain nombre de choses.
Ce modèle, il a été transféré après la Seconde Guerre mondiale en Europe occidentale, hein, où les populations affamées, on l'a dit, par la guerre, avaient l'occasion de monter un modèle agro-industriel qui a été adossé à un nouveau système de distribution de masse. Et donc, ce lien entre l'industrie et la distribution, hein, la grande distribution comme on l'appelle aujourd'hui, eh bien, c'est celui donc qui a été le point de départ de ce modèle profondément antidémocratique, dans la mesure où on s'est vu confisquer l'alimentation par un système industriel et marchand. Et on peut y voir, on pourrait travailler là-dessus, on peut y voir des analogies avec le système colonial, au moins pour les terres, hein, et encore plus pour le commerce. Alors ce nouveau rapport à l'alimentation, évidemment, il est à l'origine d'une implantation tout à fait particulière de l'alimentation. Je vais passer vite hein, pour vous montrer comment donc aux États-Unis se sont créés ce qu'on appelle des déserts alimentaires, cartes vous pouvez trouver très facilement sur Internet, hein, qui sont tout simplement donc sur la carte les zones sur lesquelles les populations n'ont pas accès à une alimentation fraîche et de qualité. Et donc, vous voyez, au sein même de ce pays qui a le plus, qui produit le plus par habitant, vous n'avez pas le choix. Vous êtes dans un pays de la liberté, contraint à manger quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de manger. Et donc, autrement dit, on est tombé dans ce système sans trop le savoir, où l'aliment est tombé au rang d'un objet et où le mangeur devient un consommateur. Moi, je suis toujours très choqué quand on parle de consommateur dans l'alimentation, parce que pour moi, quand on parle d'alimentation, on doit parler de mangeur. Le consommateur, c'est celui qui achète, c'est celui qui est tout seul, debout, éventuellement avec un chariot, poussé par un déambulateur qu'on appelle un chariot, hein, qui est devant un linéaire de supermarché et qui se croit libre de choisir quelque chose qu'il a été, évidemment, pour lequel il a été conditionné par une publicité invasive, hein, à la fois dans la télévision et puis évidemment dans la presse, et je ne parle même pas de la presse régionale. Autrement dit, consommateur, ça renvoie à achat, et mangeur, ça renvoie à quelque chose d'autre. Hein, ça renvoie à je dirais, quelque chose qui est notre rapport au monde. Hein, je mange ce qui me ressemble, et ce qui ne me ressemble pas, je n'aime pas. Et la démocratie alimentaire, à mon avis, elle renvoie aux mangeurs, hein, et c'est pour cela qu'il me semble qu'il faut souligner et redire encore ce qui a été dit maintes fois ces jours-ci. Les aliments ne sont pas des marchandises comme les autres. Je pense que c'était un principe qui devrait être appliqué avec... Alors là, on n'a pas parlé de ça, mais les juristes ici pourraient très bien imaginer des systèmes de détaxation par la TVA, par tout ce que vous voulez, qui protègent en quelque sorte l'alimentation de la sphère industrielle et marchande. Et qui donnent la possibilité d'avoir un commerce alimentaire dans lequel la concurrence n'écarte pas l'autre. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous avons, les consommateurs, nous avons le droit de savoir. Alors, comme je viens très peu souvent à Nantes, et que Nantes, pour moi, qui suis de l'Est de la France, est la ville esclavagiste et tout ça, j'ai pensé que ce serait utile de vous montrer finalement ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. Et même à la fin du XVIIe, période au cours de laquelle un certain nombre de gens, exactement comme nous le faisons ici à Lascaux, ont pensé que l'esclavage était quelque chose d'absolument insupportable et indigne de l'humanité. Et pendant des décennies, voire des siècles, ils se sont heurtés à une indifférence de la part des gens de l'époque, et jusqu'à ce que, entre autres, mais c'est surtout lui parce que c'est lui qui est à l'origine de ce dessin, un Écossais Quakers, donc de cette secte protestante très attachée aux valeurs humanistes, et qui a été la première à promouvoir les droits de l'enfant, qui a été la première à essayer d'imaginer que ce qui motivait les relations interhumaines, c'était pas la guerre et le conflit, mais l'empathie.
Thomas Clarkson, donc vers 1790, arrive à se procurer sur un port écossais, je ne sais plus lequel, des documents qui montrent comment les esclavagistes chargent leurs bateaux d'esclaves. Et il fait ce dessin que vous avez en bas à gauche, à droite, qu'il fait reproduire par des petites mains dans toutes les paroisses anglicanes de l'époque, de manière à pouvoir distribuer ce document qui va montrer enfin de quoi imaginer, à ceux qui ne peuvent pas l'imaginer, qu'est-ce que c'est que le trafic des esclaves. Et 50 ans après, l'esclavage est aboli. Et il a passé toute sa vie, ce Thomas Clarkson, à essayer de convaincre par l'image. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous ne l'avons pas dit, mais ça a été quand même très sous-jacent pendant ces 3 jours, c'est que de nombreuses événements, de nombreuses crises alimentaires sont nées du mensonge. La dernière, qui n'était pas vraiment une crise alimentaire, qui ne nous menaçait pas, cette histoire de viande de cheval, c'est quand même du mensonge. Et c'est au fond pour ça que ça a été critique. Et je voudrais dire que la marchandise industrielle qui nous parvient, elle n'arrive pas forcément toujours avec du mensonge, on ne va pas aller jusque-là, mais avec des non-dits. Et il me semble que le sucre qui arrive des Antilles au XVIIIe siècle, à Nantes, il arrive chargé tout simplement d'aucune valeur particulière. Parce qu'il n'y a personne pour dessiner les conditions dans lesquelles il est produit, il n'y a personne pour raconter tout ce qu'il y a à l'amont, exactement comme il n'y a personne pour raconter ce qui s'est passé en Papouasie-Nouvelle-Guinée ce matin, que nous avons vu, lorsque je vais, moi, choisir le plancher de la chambre de mes enfants. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à une époque où nous avons la capacité, grâce à Internet, d'utiliser l'image. Et je vais donc vous montrer ce film, parce que j'ai fait un petit sondage parmi les étudiants ici, 90% ne connaissent pas ce film. Je vais vous montrer un petit film de 11 minutes. Je vous préviens, c'est aussi vertigineux que Gravity, même plus que ça. Accrochez votre cœur. Mais c'est un film qui a eu l'Ours d'argent à Berlin en 1990 et qui est brésilien, donc qui est offert à tous nos amis de l'hémisphère sud et sur lequel je vais revenir quelques minutes après vous avoir fait souffrir quelques instants. Donc on va fermer les lumières et montrer ce film. Donc vous voyez, je crois que ce film fait le tour de beaucoup de choses que nous avons évoquées ces jours-ci. Il date de 1990, disponible sur Internet évidemment. Et ce film nous intéresse, nous en tant que géographes, dans la mesure où bien sûr il traite des questions de relations, de territoire, de production. Bon, moi je suis spécialiste en géographie culturelle, donc je m'intéresse plus au comportement, culture alimentaire. Et en l'occurrence, donc je vous ai présenté ce film parce que je fais un cours sur l'image et le sens que la manière avec laquelle on construit un imaginaire du monde par l'image. Donc je voulais juste dire, pour terminer, sur ce point que ce que le film montre, c'est, je crois, donc, dans cette perception, dans cette globalisation qui fait que nous savons tout ce qui se passe à Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme au Brésil, et comme dans tous les pays que nous avons évoqués ces jours-ci. Nous avons, grâce à l'image, grâce à Internet, grâce à cette civilisation de l'image dans laquelle nous entrons, la possibilité de fabriquer en quelque sorte cette prise de conscience mondiale. Je rappelle que les AMAP dont nous avons parlé tout à l'heure, qui sont nés au Japon, voilà un exemple de production interculturelle, des Teikei, qui sont donc ces initiatives qu'ont pris des femmes soucieuses de la nourriture de qualité à leurs enfants. Ces AMAP sont passés par les États-Unis, la Grande-Bretagne, avant d'arriver en France.
Donc je crois que dans le deuxième proposition, dans le droit de savoir, hein, après donc le droit de manger quelque chose qui n'est pas une marchandise, hein, nous entrons dans une conception de l'alimentation qui fait de nous non plus seulement des mangeurs, comme je l'ai dit, mais des amateurs. Il y a eu très belle recherche là-dessus d'Olivier Assouline sur l'amateur, hein, que nous sommes tous, parce que nous avons la possibilité de choisir ce que nous voulons manger. Je termine pour faire la transition avec ce que dira ma collègue tout à l'heure, avec une petite expérience que nous avons faite dans notre université avec des étudiants de Master 2, lorsque nous avons tenté de comparer deux communes en Auvergne et en Auvergne, hein, et région centre, je crois, deux communes de 2700 habitants. L'une que vous connaissez tous parce qu'elle s'appelle Saint-Ior et l'autre qui s'appelle Puy-Guillaume. La première est une commune qui est dirigée par un maire communiste qui s'appelle Jésus d'ailleurs, très joli. Et bon voilà, qui est une commune dans laquelle il y a une grande surface et une boulangerie pour 2700 habitants. Et à Puy-Guillaume, vous avez une commune qui est dirigée, je vais vous le dire dans un instant, par un socialiste qui a interdit les grandes surfaces et qui compte 37 commerces de bouche, sans compter tout le reste, bien sûr, et qui compte une véritable activité artisanale de production de l'alimentation. D'ailleurs, on m'a expliqué l'autre jour que le doyen de la fac de droit de Clermont-Ferrand a quitté son beau quartier de Clermont pour venir habiter à Puy-Guillaume parce que, évidemment, il y a une offre alimentaire qui est absolument superbe. Et cette commune est dirigée par un certain monsieur Charras, que certains connaissent pour avoir été le bouffon de Mitterrand, mais qui était également président du Conseil, pas président, mais membre du Conseil constitutionnel, que j'ai été voir pour lui demander comment il avait fait pour interdire les grandes surfaces, parce que c'était quand même un juriste. Et il a dit, mais c'est très simple, je vais vous raconter ce qui s'est passé un samedi matin, lorsque j'ai vu arriver 3 Dalton avec une enveloppe Kraft, vous savez, à l'époque où il n'y avait pas encore l'affaire Bettencourt, et donc où se présentent 3 personnes qui offrent une enveloppe dans laquelle ils regardent, et il y avait 500 000 francs. 500 000 francs à l'époque, et il leur dit tout de suite, soit j'appelle la maréchaussée parce que vous tentez de me corrompre, soit vous avez pensé à mon centre d'action sociale, je vous fais un reçu, et nous discutons. Mais monsieur le maire, évidemment, c'est pour votre centre d'action sociale. Donc il signe le reçu, et il leur dit, tant que je serai maire depuis Guillaume, il n'y aura pas de grande surface. Et les autres disent, mais ça fait rien, on ira dans la commune à côté. Et de la commune à côté, l'eau qui arrive chez eux vient de chez moi. Donc je leur fermerai le robinet. Donc là, vous avez un modèle qui vous montre, si vous voulez, on a étudié avec les étudiants plusieurs jours dans les deux systèmes. Nous avons un modèle où on voit qu'il y a des hommes politiques et évidemment, les citoyens avec sont capables de choisir l'alimentation qu'ils veulent. Je voulais juste vous montrer que autant à l'échelle mondiale, parce que ce que je vous ai montré du système américain, c'est pour vous montrer un effet de cette mondialisation qui nous a dépossédés de quelque chose que nous voulons récupérer. Eh bien, ça existe évidemment à notre échelle la plus simple. Voilà, je vous remercie.